Bonjour, je suis l'enseignant Adel Qdidi, enseignant de programmation objet avec Java à l'IZ Chergueya. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de présenter le concept des exceptions utilisées en Java. D'accord? Alors il faut dire que le programmeur souvent essaye de réduire et minimiser les risques d'erreur possibles dans son code source. Mais pratiquement, c'est vraiment impossible de prévoir toutes les situations imaginables pouvant générer des problèmes d'exécution pour prévoir le bon scénario à chaque risque d'erreur, etc. Donc, dans pas mal d'autres langages, la gestion et le contrôle d'erreurs vont avec le code, c'est-à-dire au niveau du code, chaque fois qu'il y a un risque d'erreur, le traitement de l'erreur se fait avec, en parallèle avec le code. Mais en Java, il a une autre technique ou bien une autre approche, c'est de séparer la partie du code par rapport à la partie du traitement de l'erreur, ou ce qu'on appelle exception. D'accord? Donc il y a une distinction entre l'endroit où le programme a déclenché l'erreur et la partie où ça va se traiter cette erreur ou bien cette exception. D'accord? Bon, il faut dire que en Java, les exceptions, les erreurs ou bien les exceptions peuvent être donc divisées en deux familles. D'accord? Il y a la famille d'exceptions contrôlées qui sont celles qui dérivent de la classe exception euh, en dehors des exceptions dérivant de runtime exception. On va expliquer ça tout à l'heure. Elles doivent être déclarées dans la signature de la méthode lorsqu'il s'agit des exceptions contrôlées. La deuxième catégorie, la deuxième famille d'exceptions non contrôlées sont celles dérivant des classes error et runtime exception. En fait, la classe error, c'est relative à tout ce qui est erreur hard, crash de disque, non-disponibilité de mémoire, un problème physique. Généralement, ça dépasse un peu le développeur ou bien le programmeur. D'accord? Runtime exception, c'est une classe. Il y a bien sûr des sous-classes déjà prédéfinies de runtime exception, comme arithmetic exception, array index out of bounds exception, null pointer exception, class cast exception, etc. Ce sont des classes d'exception prédéfinies qui traitent des risques ou bien des types d'erreurs bien déterminés. D'accord? Donc, en fait, la classe prédéfinie exception, avec toutes ces sous-classes, toute l'arborescence, et en même temps la classe aussi error, avec toutes ces sous-classes, il y a la classe throwable qui est la classe mère de ces deux classes. D'accord? Donc, error et exception, les deux sont des sous-classes par rapport à la classe mère qui s'appelle throwable. Et throwable elle-même, c'est une sous-classe qui hérite de object. D'accord? D'ailleurs, vous retrouvez dans votre support de cours un schéma qui est intéressant. Je vous conseille de voir mon support de cours au niveau de la page 75 qui présente l'arborescence complet à partir d'object, throwable, les autres sous-classes pour avoir une idée sur l'arborescence des exceptions. D'accord? Alors, comment on traite les exceptions?
Alors, bien sûr, tout à l'heure, on va parler de l'utilisation de try, catch, finally, etc. Mais peut-être avant de traiter ça, je souhaite prendre un exemple pour voir un peu l'intérêt et l'utilité des exceptions. Je prends directement un exemple au niveau de la méthode main de notre classe personne, par exemple. Ok, supposons on a déclaré un entier x dont on a mis par exemple 0, d'accord. Ensuite on a prévu par exemple int y, ok, égal à par exemple 25 divisé par x, ok. Et ensuite on a souhaité afficher voilà, la valeur d'accord, la valeur de y égale par exemple, et on va essayer d'afficher la valeur de y. Ok, CTRL S pour enregistrer. On va essayer d'exécuter ça et voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord, donc on a on va voir tout de suite l'affichage. Ok, vous avez déjà remarqué que on va diviser 25 par x qui est 0 en fait, et tout de suite vous avez l'exception qui est affichée en bas, exception in thread main javalang arithmetic exception. Donc c'est une exception qui s'appelle arithmetic exception, une classe prédéfinie qui s'appelle comme ça, et on vous affiche l'information ou bien le message, la description slash by 0, c'est-à-dire division par 0. Donc ça appartient à la catégorie des exceptions non contrôlées. Ça veut dire quoi non contrôlé? C'est-à-dire qu'on vous laisse faire ça sans affichage d'erreur de compilation. Mais au niveau de l'exécution, vous êtes responsable de cette tentative, par exemple, de division par 0. Donc, vous, en tant que développeur, vous devez vous-même gérer ça. Alors que pour les exceptions contrôlées, il y a un problème même au niveau compilation. Pourquoi? Parce que vous avez déjà prévu dans votre classe que vous avez déjà définie vous avez déjà déclaré que tel traitement risque de générer une exception et déjà vous l'avez défini dans et c'est une sous-classe de la classe mère exception, d'accord. Alors qu'ici ce sont des sous-classes de soit de error ou bien de runtime exception. Ce sont des exceptions non contrôlées, donc il n'y a pas d'erreur de compilation, mais lors de l'exécution, comme vous l'avez vu. Comment on corrige ça? Comment on va éviter ça? Alors, il faut justement faire ce traitement avec try et catch. D'accord? Comment on va faire ça? Donc on va par exemple, alors on peut prévoir ce traitement dans un bloc try catch. Par exemple, je vais dire try, je mettrai ce traitement, ok, catch, et je mets arithmetic exception, E, et bon, je vais afficher par exemple une petite erreur en disant attention, division par 0 par exemple, d'accord. Bien sûr, vous pouvez aussi afficher le message autrement en demandant
l'affichage de E qui est en fait le nom de l'objet de arithmetic exception. Donc c'est un message prédéfini qui ressemble à ce qu'on a vu ici, slash by 0, etc. On verra maintenant qu'est-ce que ça va donner dans ce cas. On va réexécuter notre travail, on va essayer de voir. Vous voyez, donc là on n'a pas l'interruption qu'on a eue tout à l'heure, plutôt on a le message qu'on a prévu nous-mêmes, attention, division par 0. Là c'est l'affichage de systemout.println E qui affiche le nom de l'exception responsable et ensuite slash by 0. D'accord? Sinon, vous pouvez vous-même lui envoyer un autre traitement ou exécuter, appeler une autre méthode et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est concernant les exceptions non contrôlées. Ça pourrait être un débordement de tableau qui s'appelle Array Index Out of Bounds Exception. Ça pourrait être l'utilisation d'un objet dont la référence est nulle. Donc ça s'appelle Null Pointer Exception. Ça pourrait être un problème de conversion et de cast entre les objets, donc c'est l'erreur class cast exception, etc. Donc vous pouvez mettre bien sûr try et autant de catch que vous souhaitez. On peut avoir 2, 3 catch parce que le bloc qu'on a regroupe peut-être plusieurs instructions et qui risque de générer 2, 3, 4 catégories d'exceptions. D'accord? Donc try, c'est pour dire essayer d'exécuter ce bloc d'instructions. Et le catch veut dire que si jamais vous avez attrapé une exception de cette catégorie-là, voilà ce que vous allez faire. Bien sûr, on peut avoir le problème de générer une exception qui n'est pas prévue parmi les catchs qu'on a. Et là, on a toujours un problème, donc on aura une interruption d'exécution et on n'a pas prévu de traiter cette catégorie d'exception, donc on aura le problème de quitter le programme et l'interruption malheureusement de l'exécution. D'accord? Il y a aussi la possibilité bien sûr d'utiliser finally, le mot-clé finally. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un traitement particulier à faire dans tous les cas de figure, il faut le prévoir dans finally. C'est-à-dire, vous avez un traitement ici, vous avez par la suite le risque d'erreur, vous allez vers catch, que ce soit tout s'est bien passé ou bien on a eu le problème d'erreur et de catch. Dans tous les cas de figure, vous souhaitez quand même exécuter un traitement particulier. Là, il faut le mettre dans finally. Donc vous mettez finally, d'accord, accolade ouvrante, et là vous mettez votre traitement pour que ça soit exécuté dans tous les cas de figure. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser parfois finally, parce que généralement vous voulez peut-être sauvegarder une information concernant un fichier, vous voulez peut-être fermer une connexion à une base de données, vous voulez peut-être faire quelque chose que vous estimez important, intéressant, etc. Et vous voulez vous assurer que ça doit être vraiment exécuté. Mais là, si vous ne faites pas finally, et vous allez peut-être dans la première instruction avoir un problème d'exception, bien sûr la deuxième, troisième et le reste des instructions ne vont pas être exécutées et donc on aura le problème. Alors qu'avec finally, on est sûr que dans tous les cas de figure, le traitement spécial qu'on a voulu exécuter, ça va être exécuté. D'accord? Donc c'est ça peut-être l'utilité de finally. Ok. On n'a pas parlé des exceptions contrôlées. Et là peut-être aussi ça génère le fait de parler également des mots-clés throw et throws.
toujours donc via un petit exemple, on va essayer d'expliquer ça. Alors supposons dans la classe personne, voilà, on a déjà un constructeur personne. Supposons qu'on a également un attribut public int âge par exemple, et on souhaite peut-être tester lorsqu'on va créer des objets personnes, probablement on va donner l'âge négatif, ou on souhaite peut-être contrôler ça. Donc on va changer un peu au niveau de notre constructeur. On a par exemple int âge, on a ici. Alors au lieu de mettre directement this.age égale âge, on souhaite peut-être faire un petit test. Donc je vais dire if âge supérieur ou égal à 0, à ce moment-là, je vais faire this.age égale âge, c'est-à-dire je vais l'affecter au niveau de l'attribut. Else, sinon, on souhaite provoquer ou bien générer une erreur. Je vais l'appeler par exemple throws new error age. On va développer ça tout de suite. Donc error age. D'accord, une classe d'exception qui s'appelle error âge, et on va par exemple mettre un petit message de type l'âge doit être positif par exemple, d'accord. Voilà, un petit message comme ça, d'accord. Ok, on a une erreur parce que comme on a dit, on n'a pas encore cette classe-là. Comment peut-être on peut développer ça? On peut, à ce niveau-là, prévoir peut-être une classe qui s'appelle error age. Et là, obligatoirement, chaque... c'est ça ce qu'on appelle, si vous voulez, des exceptions personnalisées. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre d'exceptions prédéfinies dans votre compilateur, mais bien sûr, vous aurez parfois besoin de quelque chose qui est personnalisé. Par exemple, style erreur, ou bien exception de salaire négatif, ou bien d'utiliser une valeur qui doit être supérieure à une valeur donnée, ou bien inférieure à une valeur donnée, d'accord. Donc il faut prévoir, si vous voulez, des situations où on aura besoin d'utiliser les classes d'exception personnalisées. Donc classe error age extends exception, d'accord, extends exception. D'accord, là on peut prévoir le constructeur, par exemple public error age. On peut prévoir peut-être d'afficher un message, d'accord, string message, et tout simplement juste peut-être on va mettre, on appelle classe mère super de message par exemple, d'accord, pour le passer à la classe mère qui est exception, pour afficher le message qui a été passé ici. Vous voyez ici on a écrit new error de l'âge, ce message là doit être, ça va passer au constructeur, et là on le transmet également au super, donc c'est pour afficher par défaut au niveau de la classe exception, d'accord. Donc là plutôt c'est throw, c'est pas throws, hein. Bon, heureusement on a eu ce problème là pour en parler un peu. Quelle est la différence entre throw et throws? Throw, c'est le mot-clé qu'on utilise comme dans cette situation, c'est pour générer, provoquer une erreur. Lorsqu'il y a un test, un problème, et on souhaite déclarer, provoquer, si vous voulez, générer l'exception, on utilise throw. D'accord? Par contre, lorsque
il y a une méthode qui risque de générer une exception, on vient au niveau de l'entête de cette méthode-là ou de ce constructeur, hein. Et là, on déclare, on dit throws, d'accord, throws error h, par exemple. Vous voyez, donc on a déclaré ici que cette méthode spéciale, ce constructeur, risque de générer une erreur de type error h. Et là, on a, au cas où on a détecté que l'âge est négatif, on a provoqué ce problème, on a généré l'erreur error h avec ce message-là. D'accord? Alors maintenant, comment on va tester ce travail-là? Donc on va, au niveau de notre méthode main, d'accord, à ce niveau-là, je vais créer peut-être personne. Je vais dire P de type personne égale new, d'accord, new personne de Sehli, virgule Ali, par exemple, virgule 25. Ok. Là, je vais l'appeler peut-être P1. Ok. Alors, ça c'est le unhandled exception. Vous voyez ici? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Unhandled exception type error edge. Donc, l'utilisation, c'est ça les exceptions contrôlées. C'est-à-dire, vous avez appelé une méthode que vous avez au préalable déclaré qu'elle pourra générer une exception. Donc, tu ne peux pas l'utiliser directement. Vous êtes obligé, à ce niveau-là, de mettre try. D'accord? Catch. Et là, je vais mettre error h e par exemple. Ok. Ok, je vais mettre system par exemple, hein, out.println e. Ok. D'accord. Alors je vais essayer d'exécuter ce code. Il n'y a aucun problème ici. Il n'y avait pas une... Bon, le message ici, attention, division par 0, c'est le résultat de ce qu'on a fait tout à l'heure, donc ça n'a pas d'importance. Mais pour le premier cas, il n'y a aucune erreur qui a été détectée puisqu'on a créé une personne qui s'appelle Sehli Ali avec l'âge 25, il n'y a pas de problème. Essayons maintenant de mettre l'âge négatif, c'est-à-dire je vais mettre moins 25 par exemple. CTRL S, on va essayer de réexécuter et voir qu'est-ce que ça va donner dans ce cas. Voilà, vous voyez ici, donc il y a eu une erreur qui est exception qui a été détectée. Donc pack 1 error, l'âge doit être positif. Ok. Donc si jamais vous souhaitez ne rien afficher ici, c'est possible aussi. Donc l'essentiel c'est de prévoir catch le nom de l'exception et votre référence si vous voulez d'objet de type error age, ça c'est obligatoire. Mais tout ce qui est affichage, etc., vous êtes libre de prévoir comment vous voulez afficher ça. Donc je réexécute. Voilà. Et là, j'aurai uniquement ce qu'on a prévu ici. Là, je dois être positif. Voilà. D'accord. Bon, là, attention, division par 0, comme on a dit tout à l'heure, ça fait partie de la deuxième partie et on n'a rien qui est affiché ici, puisque tu as prévu l'erreur, mais tu n'as rien demandé pour afficher ça. Donc c'est pour cela, d'accord, tout à l'heure, si je vais désactiver ça,
bien sûr, on va revoir de nouveau le message qu'on a eu tout à l'heure. Ok, voilà, error age, l'âge doit être positif. D'accord? Donc c'est ça le rôle des exceptions contrôlées. Donc finalement, si vous avez une exception personnalisée à développer, il faut créer une classe qui représente cette exception, extend exception. Il faut par la suite aller vers la méthode qui risque de générer cette exception-là, comme on a fait ici. Bon, ça c'est pour un constructeur, mais ça pourrait être dans n'importe quelle méthode. Vous dites throws et le nom de l'exception. C'est-à-dire vous déclarez que ce traitement-là risque de générer une erreur. D'accord? Mais lorsque vous souhaitez, en cas de problème, provoquer l'erreur, vous dites throw new et le nom de la classe d'exception. D'accord? Donc voilà une idée, si vous voulez, relative aux conceptions utilisées en Java. Donc j'espère que j'étais clair au niveau des explications sur ce concept-là. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir. Bonjour, je suis l'enseignant Adel Qdidi, enseignant de programmation objet avec Java à l'ISET Sharqiya. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de présenter les concepts de classe abstraite et interface. D'accord? C'est quoi une classe abstraite tout d'abord? Une classe abstraite, c'est une classe qui peut contenir un ou plusieurs traitements abstraits. Ça veut dire quoi ça? Bon, on dit un traitement abstrait, ce qui va être par la suite bien sûr traduit par une ou plusieurs méthodes abstraites. Maintenant, c'est quoi ce traitement abstrait? Généralement, c'est un traitement qui est utile, qui est nécessaire, qui est voire même obligatoire à prévoir dans la classe, mais on n'a pas le détail de son code à ce niveau-là. D'accord? On pourra envisager peut-être le détail, le code au niveau d'une sous-classe de cette classe-là, mais au niveau de la classe mère en question, on n'a pas le détail du code. C'est-à-dire, il y a le besoin, il y a l'utilité de ce traitement, mais ça ne se concrétise ou bien ça va se développer avec détail dans les prochaines sous-classes qui viennent. D'accord? Je prends directement un exemple. Supposons on a une classe, la classe employé, d'accord? Bon, maintenant on a déjà un exemple d'employé extends personne, ça veut dire qu'il hérite, cette classe hérite déjà de personnes. Bon, ça n'a pas il n'y a pas une vraie obligation de mettre une classe extends une autre classe pour parler de la classe abstraite. Hein. Donc c'est juste un exemple. Mais ce qui est intéressant ou ce qui est utile, c'est de voir est-ce qu'il y a ici un traitement ou bien une méthode qui doit être déclarée d'une façon abstraite dans la classe employée. Là, on peut envisager par exemple un besoin d'un traitement qui s'appelle par exemple prime, hein, prime de rendement ou prime de l'employé. Mais on nous dit que au niveau d'un employé en général, il y a ce besoin, il y a cette exigence de prévoir un traitement qui s'appelle prime, calcul prime de l'employé. Mais on n'a pas le détail, on n'a pas la formule exacte de calcul de prime d'employé lorsqu'on est au niveau de la classe employé. Lorsque on parlera par la suite d'une sous-classe, par exemple d'un technicien, ou un ouvrier, ou un ingénieur qui hérite d'employé, à ce moment-là, on a peut-être pour l'ouvrier, tout dépend du nombre d'heures travaillées, plus une valeur constante, et on peut déterminer la prime. Si on est dans le cas
d'un technicien, on a peut-être une valeur fixe à laquelle on ajoute par exemple une prime de technicité, et on a le prime, on a cette prime, la prime du technicien. D'accord? Pour le cas d'ingénieur aussi, on peut prévoir une autre formule. En tout cas, on ne peut savoir d'une façon détaillée la valeur de cette prime que lorsqu'on est dans une sous-classe comme le technicien. Donc dans ce cas, comment on doit prévoir ça? Il faut, par exemple ici, on a au niveau de la classe employé, il faut prévoir une méthode qui s'appelle prime, donc public double prime par exemple, d'accord? Mais là, il faut prévoir abstract, d'accord? Je vais mettre public abstract, il faut ajouter le mot-clé abstract, prime, point virgule à la fin, d'accord? Alors, vous voyez tout de suite, on a prévu une nouvelle méthode, un nouveau traitement qui s'appelle prime, qui retourne un double, qui est abstract, une méthode abstraite, mais tout de suite on a une petite erreur en nous disant que abstract method prime in type employee can only be defined by an abstract class. Et là, on arrive à quelques contraintes ou règles qu'il faut préciser dans l'utilisation des méthodes et des classes abstraites. À partir du moment où vous avez une méthode abstraite, la classe doit être obligatoirement déclarée abstraite. C'est-à-dire là, on doit mettre au niveau de le public class, on va mettre public abstract class employé, 15 personnes, etc. D'accord? Donc il faut préciser. Donc à partir du moment où on a une méthode ou deux qui sont abstraites, tout de suite il faut que la classe en question soit abstraite. Et une classe abstraite, on verra par la suite qu'on ne peut pas l'instancier, c'est-à-dire on ne peut pas créer un objet de type employé à partir du moment que la classe abstraite. Et c'est logique, puisque lorsque vous allez créer un objet, logiquement vous allez pouvoir afficher, appeler les méthodes qui se trouvent dans cette classe-là. Donc c'est un peu contradictoire puisque vous avez des méthodes abstraites. Donc si vous allez créer un objet, vous n'allez pas pouvoir appeler des méthodes qui sont abstraites. Donc par mesure de sécurité, Java il a fait cette interdiction d'instancier une classe qui est abstraite. D'accord? Alors ici, on va voir comment par la suite développer, concrètement, si on prend la classe technicien par exemple, on suppose qu'on a une classe qui s'appelle technicien, extends employé, puisque un technicien c'est un employé. Alors supposons comme information spécifique, on suppose qu'il s'agit peut-être d'un nombre d'interventions qui a été faite par le technicien. D'accord? Donc on a déjà hérité le nom, prénom, etc. On a aussi grade, salaire, et comme attribut spécifique au technicien, on a ajouté par exemple nombre d'interventions. D'accord? Là, on nous oblige bien sûr, type technicien must implement the inherited abstract method. Bien sûr, vous avez une classe qui s'appelle technicien qui hérite une classe employée qui est abstraite. Vous êtes obligé de développer les méthodes abstraites qui sont déjà déclarées dans la classe employée. Ou bien vous êtes obligé de déclarer aussi la classe technicien comme étant une classe abstraite. D'accord? Alors comment maintenant implémenter, développer la méthode abstraite qu'on a déjà déclarée dans la classe mère employée? Donc juste, on a l'entête de la méthode, on mettra public double prime, d'accord?
et on développe notre méthode. On va mettre par exemple return une valeur fixe de 50 dinars par exemple, plus le nombre d'interventions multiplié par, disons, 25 dinars par intervention par exemple. Supposons on a une formule comme ça d'affectation de prime. Donc on a le nombre d'interventions qui a été faite par le technicien, multiplié chaque intervention par 25 dinars et on a une valeur fixe de 50 dinars. D'accord? Vous voyez ici qu'il n'y a plus d'erreur de compilation puisqu'on a implémenté, on a développé. Là vous voyez le triangle vide. Là, vous avez le triangle qui est en vert, c'est-à-dire c'est une redéfinition de la méthode affiche. Mais là, c'est une implémentation de la méthode prime qui a été déclarée comme étant une méthode abstraite. D'accord? Donc ça, c'est la méthode d'implémentation de la méthode prime, d'accord, qui a été déclarée ici comme abstraite. Un autre cas, si on a par exemple classe ouvrier, d'accord, classe ouvrier, extends employé, d'accord. La même chose, on mettra tous les attributs spécifiques à la classe ouvrier. Bon, on va prendre un exemple. Disons nombre d'heures par exemple, hein, nombre d'heures supplémentaires, d'accord. Et là, donc juste pour développer la méthode prime, ici on va l'implémenter, on va prendre la même méthode ici, on va la changer par la suite. Supposons qu'il y a une valeur fixe de, je dirais, 25 dinars plus nombre d'heures supplémentaires fois, par exemple, 5 dinars, d'accord, par heure supplémentaire pour déterminer cette prime. Donc vous voyez ici, on a la classe ouvrier qui hérite d'employé. On a implémenté la méthode prime d'une façon. Au niveau de la classe technicien, on a implémenté la méthode prime d'une autre façon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déclaré ici qu'il y a un besoin, une utilité, un intérêt de prévoir un traitement qui s'appelle prime, mais tu n'as pas exactement la formule ou bien le code détaillé exact de cette opération de calcul. Mais vous savez juste qu'on a vraiment besoin de quelque chose qui s'appelle prime, c'est-à-dire tous les employés de notre société possèdent, chaque employé possède une prime. Mais on ne peut calculer d'une façon exacte cette prime que lorsqu'on est au niveau d'une catégorie d'employés bien déterminée. On est au niveau technicien, donc je peux vous donner quelle est la valeur de cette prime. Si on est au niveau ouvrier, je peux à ce moment-là, ou bien au niveau d'un ingénieur, je peux aussi vous donner la valeur de cette prime. Mais au niveau de la classe employé, je ne peux pas vous donner exactement la formule de calcul. Donc ça doit être déclaré d'une façon abstraite. D'accord? Donc c'est ça Bien sûr, vous pouvez mettre une ou plusieurs méthodes abstraites et par la suite vous êtes obligé de les implémenter dans les classes concrètes. Si vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas développer toutes les méthodes abstraites, votre classe ici, que ce soit ouvrier ou technicien, doit être aussi déclarée abstraite. D'accord? Donc je peux enregistrer. Maintenant, on peut exploiter ça dans une autre classe de test et créer des objets de type technicien, de type ouvrier, et afficher cette prime et tout ça. D'accord? Ok, donc ça, c'est le côté ou bien le concept classe abstraite. Maintenant,
le concept d'interface. Qu'est-ce que ça veut dire une interface? On a dit ça n'a rien à voir avec les interfaces graphiques, c'est une autre entité qui s'appelle interface. Alors, si on a dit au niveau de la classe abstraite que c'est une classe habituelle mais qui contient un certain nombre de traitements abstraits, au niveau de l'interface, on pourra, si vous voulez définir ça, comme étant une classe 100% abstraite. C'est-à-dire, dans une interface, vous n'avez le droit de mettre que des méthodes abstraites. On ne peut mettre que soit des constantes, d'accord? Donc on peut créer une interface de cette façon-là. Je vais l'appeler par exemple interface figure. Ok, finish. Voilà, on a défini une nouvelle interface qui s'appelle figure. Là, si on prend le cas d'une petite application ou bien d'un petit traitement qui va essayer de développer par exemple une application de gestion de formes géométriques, des cercles, des carrés, des ellipses, des figures géométriques d'une façon générale. D'accord? Et on souhaite prévoir deux traitements dans ces différentes formes géométriques telles que le calcul de périmètre par exemple et le calcul de la surface. D'accord? Donc je veux exiger impérativement dans chaque forme géométrique qui viendra par la suite, chaque classe qui va représenter une forme géométrique doit impérativement implémenter le calcul de périmètre et le calcul de la surface. D'accord? Comment je dois procéder? Je dois prévoir cette nécessité au niveau de l'interface, c'est-à-dire je dois ici mettre public abstract, par exemple double périmètre, d'accord? Et là, surface, par une double surface, d'accord? Alors par défaut, bien sûr, automatiquement, les méthodes qui se trouvent dans une interface sont public abstract, obligatoirement. C'est-à-dire, il est possible de ne pas mettre le mot clé public abstract. Pour Java, c'est comme si c'est inséré automatiquement. On a le droit également de prévoir des constantes, public static final double, par exemple, on va prévoir pi, peut-être on aura besoin de ça au niveau des calculs, au niveau des cercles, etc. Donc je mettrai 3.14, d'accord, une constante pi avec la valeur 3.14, donc public static final double, pi égale 3.14, d'accord, avec ces deux méthodes abstraites. Ok, donc je peux enregistrer ça. Ok. Par la suite, si je vais développer une classe qui s'appelle cercle, d'accord, alors dans la classe cercle, supposons je vais déclarer l'attribut rayon. Ok. Alors, pour implémenter les méthodes qu'on a prévues dans l'interface figure, donc il faut à ce niveau-là mettre implements figure. D'accord?
Donc le mot implement est utilisé pour implémenter les méthodes abstraites se trouvant dans une interface. Ok, donc avec entre classe et classe, le mot-clé utilisé c'est extends. Entre classe et interface, le mot-clé utilisé c'est implement, sachant que on peut implémenter une ou plusieurs interfaces. D'accord? Donc l'héritage est simple, n'est pas multiple, mais pour implémenter une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces. D'accord? Bien sûr, on peut ajouter aussi la règle suivante, c'est qu'une interface peut hériter d'une ou plusieurs autres interfaces. D'accord? Donc une classe ne peut hériter que d'une seule autre classe, mais on peut avoir une classe abstraite qui hérite d'une autre classe abstraite, on peut trouver une classe concrète qui hérite d'une classe abstraite, on peut trouver une classe abstraite qui hérite d'une classe concrète, etc. C'est-à-dire la relation d'héritage est existante entre deux classes. Que ce soit la première, elle est concrète ou abstraite, la deuxième, elle est concrète ou abstraite, cette relation d'héritage demeure possible. D'accord? Par contre, au niveau d'une classe, lorsqu'on souhaite implement, on doit mettre implement le nom d'une interface ou plusieurs interfaces, bien sûr. Alors, essayons de continuer sur cet exemple-là. On a dit public class implement figure. D'accord? On a prévu l'attribut rayon, par exemple. Mais là, tant qu'on n'a pas honoré les engagements qu'on a prévus, qui sont l'implémentation des méthodes, les méthodes qu'on a prévues de calcul de périmètre et dans l'interface figure, hein, périmètre et surface, on aura toujours ce message d'erreur disant que must implement the inherited abstract method. D'accord? Donc tout de suite on va développer ça, on va dire par exemple public double, d'accord, périmètre et on va mettre ici la formule de calcul, return par exemple, on a rayon fois 2 fois pi. Donc diamètre si vous voulez fois pi. Alors que pour la deuxième méthode qui s'appelle surface, public double surface, donc c'est plutôt rayon fois pi. Rayon fois pi. Donc ça retourne la valeur de surface. Rayon fois 2 fois pi, c'est pour notre périmètre. Vous voyez ici, donc on a développé une classe qui implémente figure. Ça veut dire qu'il a donc développé, implémenté toutes les méthodes abstraites qui ont été déclarées dans figure. D'accord? Donc on peut aussi développer une autre classe qui s'appelle carré, rectangle, et on mettra les attributs spécifiques tels que longueur, largeur et tout ça. Et on peut aussi développer les méthodes périmètre, surface autrement. Vous voyez, c'est parce que dans chaque classe, la méthode périmètre et surface va être implémentée d'une façon différente. C'est pour cela qu'on l'a mis d'une façon abstraite au niveau figure, et dans chaque classe qui va implémenter cette interface, on va développer ces méthodes-là d'une façon particulière, différente. Maintenant, vous pouvez me dire pourquoi implement figure. On aurait pu peut-être prendre une classe, la classe cercle, tout
toute seule et développer ces méthodes-là. On pourra aussi prendre une classe rectangle et développer les méthodes périmètre surface. On aurait pu prendre une autre classe ellipse et développer ces méthodes-là. Et c'est tout pourquoi obligatoirement il faut mettre implement figure, etc. Alors, c'est vrai qu'on peut procéder comme ça, mais c'est quoi l'utilité ou bien l'intérêt d'utilisation des interfaces? Alors, au niveau de l'interface, lorsqu'on a mis les deux méthodes périmètre et surface, là, on est en train de déclarer qu'il y a deux traitements qui sont nécessaires, utiles, obligatoires dans chaque classe qui viendra par la suite implémenter cette interface et obligatoirement doit développer ces méthodes-là. Si vous allez travailler sans implement figure, vous êtes libre de prévoir le développement de ces méthodes quand vous pouvez peut-être ne pas les développer. Mais pour exiger, pour rendre ça strictement obligatoire, donc il faut les mettre dans une interface. Ça veut dire que vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de les développer. La notion d'interface, en quelque sorte, ça ressemble à un cahier de charges, un ensemble de spécifications que peut-être le chef de projet a exigé dans l'interface. C'est comme si on vous dit voilà les spécifications, lorsque vous allez développer par la suite vos classes, vous êtes obligé de nous implémenter ces méthodes-là. Par contre, si on ne vous donne pas un cahier de spécifications, peut-être vous pouvez, cahier de charge, cahier de spécifications, vous pouvez peut-être développer comme vous voulez, vous pouvez parfois ignorer même le développement, il n'y aura pas d'erreur ou il n'y aura pas de problème. Donc c'est ça l'intérêt, si vous voulez, des interfaces, d'accord? C'est que ça ressemble à un cahier de charge de spécifications qui sont déclarées, que par la suite les classes concrètes qui viendront doivent implémenter impérativement toutes les méthodes qui se trouvent dessus. D'accord? Par contre, la classe abstraite, c'est une classe concrète dans laquelle on a prévu une ou quelques méthodes abstraites parce qu'on a senti le besoin d'un traitement qui est nécessaire, qui est utile, mais en même temps, on n'a pas le code détaillé de ce traitement. Donc, on déclare ça comme étant une méthode abstraite en attendant les sous-classes par la suite pour l'implémentation de ces méthodes. D'accord? Alors, j'espère que j'étais clair dans cette vidéo. Donc, c'est finalement, on a essayé de présenter l'utilité de la classe abstraite, l'utilité des interfaces et la différence entre les deux. J'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.